Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo où je me dois de parler de la Burano au vu des messages privés, des commentaires nombreux que vous m'avez envoyés ces dernières semaines pour que je parle de la Burano. Alors, ça m'embête d'en parler parce que je ne l'ai pas eu entre les mains, donc j'ai horreur de parler de quelque chose, enfin sauf quand je viens pour commenter comme ça, mais sur ce genre de caméra, j'aurais préféré l'avoir entre les mains pour pouvoir faire une vidéo notamment avec notre ami Clovis de chez Puzzle Vidéo. C'est chose que j'ai voulu faire. J'ai demandé à Sony si c'était possible de l'avoir et tout, mais c'était un peu compliqué ces derniers temps. Et comme vous avez été nombreux ces derniers jours à me demander mon avis sur la Burano, du coup, j'en ai un. J'ai un avis que j'ai envie de partager finalement avec vous, même si je ne l'ai pas eu entre les mains. Donc désolé pour ce manque de professionnalisme, mais je vais faire de mon mieux. Voilà, à tout de suite. Alors, vous savez, je me suis pas mal exprimé par rapport à Sony, car j'étais un peu, je l'avoue, un peu Sonyophobe, mais j'ai expliqué, voilà, je me suis expliqué pourquoi je n'aimais pas trop Sony, etc., etc. Mais depuis maintenant un an, et je l'avais dit sur ma chaîne, donc c'était à la rentrée de l'année dernière, je m'étais dit que j'allais faire un effort et que j'allais m'investir chez Sony. C'est-à-dire que j'essayais d'aller me réconcilier avec Sony. Et chose du pur hasard qui s'est faite, c'est que la Venise 2 est sortie. Et pour moi, pour avoir suivi Sony depuis 15-20 ans dans l'évolution du cinéma numérique, je me suis rendu compte que la Venise 2 était un tournant chez Sony, dans le sens que, pour moi, c'est une caméra réellement aboutie. Elle est, je ne veux pas dire parfaite, parce qu'aucune caméra n'est parfaite, mais pour moi, dans sa gamme, elle est très bien. Ouais, elle est parfaite. Ouais, enfin, elle est parfaite, voilà, mais elle est parfaite à mon sens, c'est pas quelque chose de, voilà. Elle est très bien, et j'ai trouvé qu'à partir de la Venise 2, Sony a pu se fixer un cap, alors qu'ils se sont quand même, bon, alors après, il n'y a pas que Sony, je l'avoue, mais Sony s'est quand même cherché. Sony nous a présenté depuis ces 10 dernières années des modèles de caméra les uns après les autres, sans réellement qu'on s'attache finalement en une version. Toujours avec des noms un peu chelous, les F5, les F55, les F65. J'avais réellement du mal, moi, en tant que professionnel, de pouvoir m'y retrouver. Et la Venise 2 est un point final sur cette recherche qui a pu montrer auprès d'ailleurs des professionnels, des directeurs photos, l'engouement qu'a eu cette caméra. Euh, et je trouve que c'est très bien. Elle figure maintenant dans le top 3. Je me demande même si elle n'a pas dépassé Harry sur l'utilisation et la demande de la part des directeurs photos pour des projets fiction. Bref, c'est une caméra aboutie qui est très bien. Maintenant, je pense que comme Sony a trouvé enfin, c'est enfin fixé, c'est enfin, on va dire, comment dire, a enfin trouvé ses repères. Et ils ne l'ont pas trouvé tout seul, c'est-à-dire qu'ils ont fini par regarder ce qui se passait dans la concurrence. Et quand on regarde les caméras, que ce soit l'Alexa 35, la Venise 2, alors là, je suis un peu gêné de dire la Raptor XL parce que bon, voilà, on sent que Red sort de la course. Alors qu'ils étaient quand même bien, mais on sent qu'ils sortent de la course. On trouve que ces caméras sont quand même d'une ergonomie très similaire. Et du coup, on sent qu'elles se sont un peu reniflé le cul pour savoir un peu, bah, finalement, quel est le mieux. Voilà, il ne faut pas oublier que, par exemple, que quand Red a sorti l'Epic, donc ce bloc, c'était la première fois voilà, qu'on sortait une caméra qui n'avait pas la forme d'une caméra. Tout le monde s'est indigné. Je me souviens qu'à Harry, à l'époque, s'était indigné en disant oh, non, mais c'est n'importe quoi. Comment voulez-vous trouver une ergonomie? Et puis finalement, ils ont sorti l'Alexa Mini. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tout le monde s'est un peu critiqué, tout le monde s'est un peu regardé et ils se sont tous mis d'accord sur une ergonomie commune de la caméra. Bref, le Harry RAW interne, les multiples sorties, oui, la compacité de cette caméra
en fait que la Venice 2 est pour moi une caméra totalement aboutie par rapport aux autres. Il n'y a pas que ça, hein. Évidemment, il y a tout le reste, il y a l'ergonomie, il y a le viseur, il y a voilà, la prise en main, bref, les espaces colorimétriques, tout ça font qu'on a réellement une caméra qui est bien. Alors maintenant qu'on a une caméra qui est top, qui coûte, je sais plus, 70 000 euros, enfin dans ces gammes-là, dès lors qu'on veut descendre d'un cran, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, c'est trop cher, je descends d'un cran, finalement, on retombait sur quoi ? On retombait sur la FX9. Vous voyez, j'ai un peu ici la gamme, les gammes de chez Camera. Vous voyez, si on va par exemple dans les caméras cinéma numérique, bon, bah, on se retrouve avec évidemment la Venice 2, la Venice qui est pour moi une première ébauche à la perfection. Et puis évidemment, il y a les Burano qu'on va parler. Et si on descend d'un cran, ça veut dire qu'on passe, alors je zappe les caméras broadcast et studio parce que ça c'est vraiment un autre domaine, mais on passe sur les caméras cinéma numérique. J'ai fait une connerie, je me répète, sur les caméras tout court. Voilà, on tombe finalement dans la gamme, bon, soit les caméscopes d'épaule qui sont réservés au broadcast, soit les caméras de poing, et on tombe sur la gamme FX9, FX6, FX3, FX30. Alors, la FX9, je la connais maintenant très bien puisque ce sont des caméras que sont équipées à l'école où je donne des cours à Sifacom. Donc, ce sont des caméras qui sont vraiment très intéressantes, mais qui, en termes de fiction, ont certains bugs. Comme par exemple l'impossibilité, et ça je trouve ça flagrant, alors que la FX9 présente deux sorties distinctes d'SDI, c'est l'impossibilité de se dire bah, je prends une sortie en Rec 709 et je me prends une sortie en log. Voilà, pour l'opérateur, pour exposer. Une sortie Rec 709 sur laquelle l'opérateur va s'appuyer pour travailler avec sa lutte de travail et de pouvoir travailler avec une image qui se rapprocherait d'une image post-produite. Et d'un côté, le log pour préparer l'espace logarithmique à la post-production. Et là, il est impossible sur la FX9 de le faire, alors qu'on a deux sorties SDI. Et je me suis renseigné partout, c'est un réel bug. Après, on a la gamme de la FX6 et la FX3, qui pour moi, la FX3 est une caméra extraordinaire. Et j'attends la prochaine version de la FX3, mais pas les versions qu'on a pu voir émerger là, ces derniers temps, qui sont pour moi un peu à l'identique, mais vraiment la prochaine évolution dans la gamme des FX3 qui pourrait être très intéressante. Mais voilà, finalement, entre la FX9 et la Venice 2, bah, y a un terrain qui est énorme. C'est-à-dire que je ne sais pas combien coûte la FX9, elle doit être peut-être dans les 10 ou 15 000 environ. On passe de 10 à 15 000 à 70 000 euros, 80 000 euros. Il y a un gouffre. Et je trouve que la Burano remplit parfaitement ce trou, fait office un peu de bouche-trou, dans une caméra qui se rapproche finalement plus de la Venice 2 que de la FX9, en termes de capteur, de dynamique, d'espace colorimétrique et tout. Donc on se retrouve vraiment vers une caméra, on va dire, j'ai pas envie de dire milieu de gamme, mais finalement Sony s'est peut-être dit, bon, vu comment ça se passe aujourd'hui, vu par exemple que chez Red, ils ont sorti la Raptor. Bon, Harry reste toujours sur une position fixe qui dit nous, on ne fait pas de modèle low cost. Voilà, bon, après, c'est leur choix. Et ils ont raison, ça fait quand même plus d'un siècle qu'ils existent. Ça fait presque un siècle qu'ils font des caméras. Autant dire qu'ils peuvent se respecter de se dire bah, nous, on fait que du haut de gamme. Mais par exemple, si chez Red, on a la Raptor XL et la Raptor. Donc, on a une caméra qui est d'un côté une caméra, je crois, à 60 000 balles et d'un côté une autre caméra qui est dans les 20 000 balles. Donc avant de descendre sur la Komodo. Donc on a véritablement une évolution là-dessus. Après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette Burano, qui est une caméra qui remplit pas mal de choses. Alors, elle est vraiment similaire à la Venice 2. Elle a énormément d'avantages, notamment les ND internes. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit sortir une caméra, tout le monde s'est familiarisé avec le ND interne, ce qui fait que très clairement, une caméra sans ND interne aujourd'hui, c'est une caméra qui est vouée à l'échec, puisque vous savez bien que quand un opérateur s'habitue on va dire, à quelque chose qui nous rend vraiment service, parce que le ND interne, voilà, pour moi, le ND est un paramètre d'exposition ultra important, voire plus important que le diaph ou l'obturateur, puisque c'est un paramètre entre guillemets neutre, c'est-à-dire qui n'apporte aucune conséquence à l'image, contrairement aux autres.
Donc pour moi, c'était un paramètre ultra important. C'était très compliqué, c'est vrai, à chaque fois de le mettre en mode filtre. Mettre des filtres, voilà, c'est trop pénible. Vous avez des fausses teintes, il faut changer les filtres. Voilà, vous passez constamment à changer les filtres, c'est compliqué et ça pose des problèmes, notamment lorsqu'on utilise des filtres de diffusion. Donc les filtres ND, pour moi, est un acquis absolument extraordinaire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve notamment des choses qu'on n'aurait pas retrouvées dans la Venise 2, comme par exemple d'une stabilisation interne, que je trouve ça très intéressant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait manquer, mais qui n'existe pas dans les modèles professionnels, parce qu'on se dit finalement la stabilisation, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin dans le domaine professionnel, puisqu'on a des professionnels qui savent cadrer sans trembler, mais pas que. Mais c'est surtout que voilà, on utilise des appareils, que ce soit du Steadicam, du Movie ou autre, des gens qui savent cadrer sans bouger. Mais donc c'est pour ça que ça n'existe pas. On l'a pas par exemple chez Arri, il n'y a pas de stabilisation de caméra, d'image. C'est pour ça que sur la Venise 2 et sur des modèles de caméra haut de gamme, ça n'existe pas. Donc ils ont inséré ça qui je trouve peut être utile parce que c'est vrai que parfois on filme dans des conditions un peu compliquées, dans une voiture où ça peut trembler, où on peut être dans des situations, je suis désolé, qui est générale, qui est des situations un peu low cost, qui méritent parfois d'être restabilisées et surtout stabilisées en interne, ce qui permet de garder les optiques traditionnelles et de pouvoir avoir une stabilisation interne. Donc ça, c'est une grande nouveauté et enfin, je trouve ça quelque chose qui est bien acquis. Autre différence avec la Venise 2, c'est l'open gate. L'open gate chez Venise 2, c'est du 3/2, 1.5. Et ça a été une idée qui a été reprise de chez Alexa. Alexa a toujours eu un open gate qui était ni du 4/3 ni du 16/9, qui était du 1.55, du 1.45, je ne sais plus combien, mais qui tournait autour du 3/2. Quels sont les avantages d'être en 3/2? C'est-à-dire qu'on optimise la taille du capteur aussi bien pour faire du sphérique que pour faire de l'anamorphique en x2, car l'anamorphique en x2 a besoin d'un ratio de 1,20. 1,20 x 2 égale 2,40. Donc, généralement, les caméras qui étaient équipées d'un ratio plutôt IMAX à 17 neuvième, 1,90, comme les Monstro Red, par exemple, poser le problème, c'est que dès lors qu'on était en anamorphique, il y avait beaucoup de place perdue, de capteurs perdus. Du coup, le 3/2 qu'on retrouve sur la Venise 2, qui est très intéressant, malheureusement, on ne le retrouve pas dans la Burano. Je trouve que c'est un peu dommage parce que finalement, on y trouve un énorme avantage d'avoir ce capteur en format 3/2, 1,5 de ratio, qui permet réellement de pouvoir optimiser le sphérique et l'anamorphique. D'autant plus que, je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais on retrouve pas mal de fois en pub ou en clip, carrément des projets qui sont tournés dans ce ratio pratiquement 4/3 carré, qui se rapproche du 4/3 et qui revient un peu à la mode. C'est quelque chose évidemment d'un grand classique. Quand on était en 4/3, on rêvait d'être tourné en 16/9 et on trouvait ça extraordinaire. Maintenant que ça fait 15 ans qu'on tourne en 16/9, c'est comme un peu l'effet de mode. On a envie de revenir sur un format un peu carré. Donc ce que je regrette, c'est que finalement, Burano n'ait pas gardé ce format 3/2. Maintenant, c'est le même capteur que la Venise. Et ça, c'est grandiose. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver finalement avec la même image techniquement que la Venise 2. Même sensibilité, même dynamique. Bref, tout la même chose. Donc c'est quand même quelque chose qui est ultra important. Ensuite, j'ai remarqué finalement, après avoir fait des essais d'étalonnage et tout, que Sony, l'image Sony que je redoutais comme une image très parfaite, clinique, très clinique, très vidéo, finalement il n'en est rien après un passage d'étalonnage où on retrouve finalement une image très fiction. C'est ce qui me bloquait pendant de nombreuses années chez Sony et ce qui a permis, ce que Sony a corrigé, je trouve, depuis ces dernières années. Donc voilà, on a un capteur évidemment, donc on est sur du plein format. Alors pour ceux qui aiment le plein format, qui aiment le full frame, ils seront visiblement gâtés. Il y a l'option, de ce que j'ai compris, de pouvoir déjà, une chose très importante, avoir une monture PL native. Ça, c'est très important lorsqu'on fait de la fiction. Parce que si par exemple on prend de la FX9, la FX9 peut être équipée d'une monture PL, mais via un métabone. Et le problème du métabone, c'est sa fragilité. Lorsqu'on a un accessoire intermédiaire qui vient relier
un optique qui peut faire 1, 2, voire plusieurs kilos à une caméra et une monture très fragile qui est une monture de Sony, où on voit qu'en fait il y a une fragilité très importante dans cette monture. Finalement, ça nous fait un peu peur. On est obligé véritablement de bien fixer l'optique, que l'optique soit forcément sur un pont pour ne pas tirer sur la monture. Là, on a une monture PL native, c'est-à-dire sans l'obligation d'utiliser un métabone. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, on est toujours sur un cul entre deux chaises, puisque finalement, on a la possibilité de basculer la monture, de la changer et de la passer en mode Sony. Et lorsqu'on utilise la monture E, qui offre quand même plus de 70, j'ai vu plus de 70 objectifs Sony, on a la particularité de pouvoir utiliser l'autofocus avec visiblement intelligence artificielle. Ce qui est quand même, je ne sais plus où ils en ont parlé. Là, on parle justement de la stabilisation interne. Voilà, bon, vous regarderez sur Sony, ils en parlent, mais il y a la possibilité donc de passer en monture E et de pouvoir bénéficier de l'autofocus avec intelligence artificielle, etc. Ce qui fait qu'en fait, ça en fait une caméra très polyvalente. Et les caméras polyvalentes, et de n'importe quoi qui est polyvalent comme les éclairages, ont toujours énormément de succès. C'est-à-dire qu'on veut de la polyvalence, mais on ne veut pas du low cost. Et je trouve que cette position commerciale est très intéressante parce que finalement, elle engendre beaucoup de monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que vous avez été très nombreux à me demander la Burano, si, à mon avis, je pense qu'elle peut, elle est dans la capacité de vous intéresser, notamment pour les corporates et les films avec un peu d'argent. Et on peut présenter la Burano quand on n'a pas forcément envie de présenter une FX3. Donc finalement, on se retrouve dans une gamme Sony très vaste, entre la FX3 dans les caméras qui coûtent 4000 €, des FX6, FX9 qui coûtent dans les environs de 10 000 €, la Burano qui coûte dans les 20 000 €, et ensuite, 20-25, et après, on a la Venice 2. Donc finalement, on a un panel de caméras qui peut remplir toute la gamme professionnelle, aussi bien pour celui qui est un peu vidéaste, un peu semi-pro, filmmaker, jusqu'au professionnel cinéma. Donc ici, on a évidemment le Dual ISO qui rentre en jeu, 800, 3200, très utile. On a de l'enregistrement interne en 16 bits. On a des nouveaux looks intégrés, notamment pour avoir des effets très très cinématographiques, mais pas tant que cinématographiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du genre orange style de merde où on a vraiment quelque chose qui est très 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 un peu exagéré. On est sur de la subtilité. Et d'ailleurs, ce que j'apprécie chez Sony, et notamment les films qui sont faits chez Sony, c'est ce côté naturaliste, on le voit bien sur les images, très naturaliste et très beau à la fois. Et voilà, tout le monde sait qu'en termes de lumière et en termes de caméra, voire même en termes d'étalonnage, on va énormément sur le naturaliste. Voilà. Donc on a une gamme qui est finalement bien remplie. Objectif PL, objectif E. Bref, un bon truc. J'ai à peu près tout dit. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. J'imagine qu'en termes de sortie, elle est peut-être forcément un peu plus limitée que les sorties qui sont proposées par la Venice 2. Mais très franchement, voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Petite aussi, je note un viseur qui est très propre. Et ça, je trouve ça très important puisque finalement, une caméra haut de gamme qui sort sans viseur, je donne l'exemple de Red, qui pour moi font la plus grosse connerie, c'est de sortir des caméras mais plus de viseur. Je ne comprends pas comment on peut sortir une caméra sans viseur. Cette caméra est associée avec un viseur qui est proche de la Venice 2, qui est très, 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 très bon, très pratique. C'est indispensable. Il ne suffit pas de dire, bon, bah, le viseur, je vais le prendre d'une autre marque. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur la Burano. J'ai juste aussi une petite astuce que je voulais vous faire partager à la fin de cette vidéo. Voilà, vous savez, pour ceux qui tournent avec la FX9, enfin, j'ai fait l'essai avec la FX9. Très certainement, ça doit être le même effet sur la FX6 et j'aimerais que vous me disiez pour ceux qui ont des FX3 si c'est la même chose. C'est que maintenant, quand vous tournez en ciné EI chez Sony et que vous enregistrez sur un codec XAVC Intra, que vous l'amenez sur DaVinci,
depuis la version 18.5, DaVinci peut vous le transformer en RAW. Voilà, pour les RAWophiles, vous avez maintenant la possibilité de dire que vous tournez en RAW, puisque le nouveau SDK du 18.5 de DaVinci va relinéariser le signal logarithmique et de pouvoir le transformer en format RAW avec tous les paramètres que l'on connaisse, pascalométrique, ISO, température de couleur, réversible. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, DaVinci fabrique du RAW sur du log. Je vous laisse méditer. Voilà. Merci à tous. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous promets que dès lors que j'ai prévenu Sony, dès lors que j'ai la Burano entre les mains, on fait un petit duo avec Clovis de chez Puzzle. Je vous invite à aller nous rejoindre chez Misiflix pour en apprendre davantage sur la lumière, les caméras, les tout. Enfin voilà, il y a plus de. Vous allez sur misiflix.tv, vous avez plein de trucs à apprendre. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est sans engagement, c'est pas cher. Et voilà, et vous m'offrez un petit café tous les mois en contrepartie, ce qui n'est pas grand-chose. C'est pas tous les jours, c'est tous les mois. Je suis pas gourmand et en plus, j'aime pas le café. Je vous embrasse, bisous, ciao.